Bienvenue dans LipoFrance, le podcast qui donne la parole aux femmes atteintes de lipœdème. Nous sommes Manon, médecin généraliste, autrice d'une thèse sur le lipœdème, et Léna, infirmière et future ostéopathe. Charlotte, kinésithérapeute, et Harmonie, créatrice de contenu engagé pour la libération corps et esprit, ainsi qu'autrice. Ensemble, nous avons fondé LipoFrance, une association dédiée à la reconnaissance et à la compréhension du lipœdème. À travers ce podcast, nous partageons nos connaissances, nos expériences et des références sur des études scientifiques pour aider chaque personne concernée à mieux comprendre la maladie et à choisir le meilleur accompagnement possible. Notre mission est claire, informer sur cette maladie encore trop peu connue en France, optimiser la prise en charge médicale et ainsi permettre à chaque patiente touchée de disposer d'un parcours de soins cohérent en coopération avec ses soignants. Bienvenue dans LipoFrance, le podcast qui informe et accompagne vers une meilleure prise en charge du lipœdème. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode du podcast de LipoFrance. Du coup, c'est pas Harmonie qui anime aujourd'hui. Je vais essayer de prendre le flambeau, mais ça va pas être chose aisée. Elle est déjà en train de se fiche de moi. Donc aujourd'hui, je suis avec Manon Chevènement. Je suis trop contente qu'elle soit sur le podcast avec nous. Et je vais la laisser se présenter, puis on vous parlera un petit peu de notre rencontre après. Merci Léna. Donc Manon Chevènement, moi je suis médecin généraliste de formation et j'ai fait ma thèse sur le parcours patient des femmes atteintes de lipœdème en France avant de partir dans l'aventure avec Léna, Charlotte, puis Harmonie. C'est une belle aventure, Belle qu'on a construite là. Au début, on s'est parlé sur les réseaux sociaux. On avait un peu, toutes les trois avec Charlotte, constaté qu'en fait, il manquait vraiment d'un espèce de flux d'informations. Moi, c'était mon constat après, parce que moi, je suis juste infirmière, et j'avais l'impression qu'en fait, il y avait de tout et de rien sur ces réseaux sociaux. Et la première chose qui nous a animés, c'était un petit peu déjà de répandre des bonnes informations, j'ai l'impression. Oui, c'était un peu de pouvoir rendre du savoir scientifique accessible à toutes les patientes. En fait, je pense que c'était ça un peu notre souhait à toutes les trois. Ouais, tout à fait. Et on s'est bien trouvés. Et après, Harmonie a rejoint l'aventure. Et alors, on est une belle équipe, je trouve. Ouais. Du coup, tu es là pour nous parler de ta thèse. Ouais. Alors, la thèse, déjà, est-ce que tu peux expliquer en 2 mots ce que c'est une thèse ? Parce que tout le monde ne sait pas forcément. Dans le cadre de la médecine, on fait ce qu'on appelle une thèse d'exercice. Donc, en fait, à la fin de nos études de médecine, pour avoir le titre de docteur, avoir un doctorat, on doit présenter une thèse. Et donc, une thèse, c'est un travail original de recherche, c'est-à-dire qu'on doit monter une recherche. Il y a plein de types de recherches qui existent, mais en tout cas, ça doit être un travail original, c'est-à-dire quelque chose qui n'a jamais été fait. D'accord. Et qu'on fait pour passer notre doctorat. D'accord. Et donc, du coup, cette thèse, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Donc, toi, tu as choisi de le faire sur le parcours patiente des femmes touchées par le lipœdème en France. Ouais. Comment tu as construit cette thèse et quels sont les axes principaux ? Du coup, je pense on va un peu décortiquer ça en partie. Donc moi, j'ai fait une thèse en 3 parties. Il y a un peu 3 travaux de recherche dans ma thèse. J'avais commencé par faire ce qu'on appelle une revue de la littérature. Donc ça, c'était un peu faire le tour de ce que disait la science sur le lipœdème. Quand tu dis la science, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est tout ce qui a été publié par des équipes de recherche sur le lipœdème. D'accord. Ça va, j'ai vraiment tout épluché, de la biologie, donc l'étude des cellules, jusqu'à des études plus sur le vécu des patientes, où on a interrogé des femmes, etc. Parce que en fait, normalement, quand tu fais une thèse, tu as une question de recherche et tu commences toujours par une introduction. Et donc, en général, tu fais vraiment sur 2 pages, quoi. Tu présentes un peu ton sujet et puis après, basta, on passe à la recherche. Et en fait, je me suis dit, oui, mais moi, je peux pas résumer en 2 pages. En fait, c'est tellement insuffisamment connu, etc., que je vais pas réussir à faire une intro en 2 pages. Donc, du coup, j'ai fait une première partie où j'ai fait vraiment carrément une revue de la littérature. Donc, j'ai lu tout ce qu'il y avait de publié sur le sujet pour faire un peu un état des lieux de ce qu'on sait sur le lipœdème. Et ensuite, j'ai fait mon étude. Donc j'ai fait une étude en 2 parties. J'ai commencé par ce qu'on appelle une étude quantitative. Donc là, c'est plutôt des stats. On fait des camemberts, des pourcentages, tant de personnes ont répondu ça, etc. Où là, j'ai diffusé un questionnaire pour interroger les femmes sur quels avaient été leurs parcours, quand elles avaient eu des symptômes, quand est-ce qu'elles avaient eu un diagnostic, qui l'avait mis, combien de médecins elles avaient dû consulter, qu'est-ce qu'elles mettaient en place dans leur vie de tous les jours, est-ce qu'elles avaient été opérées, ou... Enfin, voilà.
Donc ça a été la première partie de l'étude. Et ensuite, j'ai fait une petite étude qualitative. Donc là, c'est interroger les personnes pour qu'elles me racontent leur vécu de la maladie et de leur parcours de soins. Ok, d'accord. Donc c'est un travail de titan. Ouais, c'était un gros travail. Combien de temps tu mets pour faire une thèse Ça a comme ça? pris un an et demi. Un an et demi. En plus, du coup, vous n'avez pas un temps dédié à ça. C'est pas un an et demi où tu ne fais plus médecine Alors, à côté. moi, j'étais dans l'ancien régime de promo. Donc, mon internat de médecine générale, c'était en 3 ans. Donc, de la 7e à la 9e année de médecine. Et donc, je pouvais faire ma thèse soit pendant ces 3 ans, soit j'avais encore 3 ans derrière pour la faire. D'accord. Donc, moi, j'ai fini mon internat et c'est après avoir fini mes 9 ans d'études que j'ai fait une année où je faisais des remplacements et j'ai beaucoup avancé sur ma thèse. D'accord. Aujourd'hui, les internes de médecine générale, ils ont eu une 4e année, on en a beaucoup parlé, donc maintenant ils ont 10 ans d'études, donc de la 7e à la 10e année, ils sont internes, et ils doivent être thésés pour leur 10e année, donc maintenant ils doivent la faire pendant leurs 3 années d'internat. Ils ont plus le choix de le reporter. Exactement. Mais du coup, cette thèse, tu as fait tout ce travail de recherche en plus de faire des remplacements en tant que médecin. Oui, c'est un temps de recherche pour lequel on n'est pas... il n'y a pas de temps dédié, on n'est pas payé, c'est vraiment du travail personnel. Autant que ça soit un sujet qui te passionne. C'est ça. J'imagine. Surtout si on y passe du temps. C'est ça. Ok, moi je trouve ça super et je trouverais ça bien si tu es d'accord pour qu'on revienne un peu plus précisément sur chaque point de la thèse, donc la revue de littérature scientifique, puis l'étude quantitative, puis l'étude qualitative. Donc tu nous as dit en gros, la démarche c'est tu cherches des études scientifiques, c'est ça se passe comment? Alors en fait, donc on cherche sur des moteurs de recherche qui répertorient tous les travaux scientifiques, comme PubMed par exemple, c'est un site qui est très connu, et pour laquelle il faut construire ce qu'on appelle une équation de recherche, c'est-à-dire qu'il faut choisir ses mots-clés, est-ce qu'on met des associations de mots, est-ce qu'on exclut certaines choses, etc., pour avoir les résultats. Donc c'est ce que j'ai fait, et j'ai retenu et lu et inclus dans ma revue de littérature un peu plus de 200 papiers, Mon Dieu, 200 articles, ouais, c'est énorme, que j'ai lus. Donc il y avait la plupart en anglais, il y en avait qui étaient en allemand, il y en a qui étaient en espagnol, etc. Donc après, il faut les traduire. Il y en avait très peu en français, qu'on se le dise, il y en avait 3, je crois. Et donc, une fois que en les lisant, j'organisais du coup les données que ça m'apprenait, en fait. Je les ai organisées pour faire un déroulé sur le lipœdème, donc en partant de l'épidémiologie, c'est-à-dire combien de personnes sont touchées, quand est-ce qu'on en a parlé pour la première fois, est-ce que ça apparaît dans des classifications, etc. Ensuite, je suis partie sur tout l'aspect plutôt biologique, à quoi ça ressemble les cellules du lipœdème, qu'est-ce que c'est les mécanismes de la maladie, etc. Puis la partie clinique, du coup les femmes qui ont un lipœdème, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'elles ont comme symptômes, et ensuite plutôt la partie examen paraclinique, donc par quels examens on peut appuyer le diagnostic ou infirmer, quels sont aussi les diagnostics qu'on appelle différentiels, c'est-à-dire les choses avec lesquelles on peut confondre le lipœdème mais qui n'en sont pas. L'opération, comment ça se passe, qu'est-ce qui est recommandé, quelles sont les complications ou pas, tout le reste de la prise en charge, les drainages, la pressothérapie, les régimes alimentaires, tout ça, qu'est-ce qu'on a comme données scientifiques, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui est recommandé, qu'est-ce qui n'est pas recommandé. Et ensuite, j'avais fini par plutôt la partie parcours patient sur les données qu'on avait à l'extérieur de la France. Qu'est-ce qui a été fait dans les pays voisins, donc les recommandations qui ont été établies par certains pays. Alors, excuse-moi, je te coupe, les recommandations. Ouais, donc recommandations, c'est des experts médicaux qui se réunissent, qui épluchent la littérature, un peu comme ce que j'ai fait, et qui, à partir de ça, font un texte pour dire ce qui est recommandé pour faire le diagnostic et pour la prise en charge de cette pathologie dans leur pays. Okay. Donc ça a déjà été fait. Les premières, elles datent de 2014, donc ça date. Ça a été fait par les Pays-Bas, ça a été fait par l'Allemagne, ça a été fait par l'Espagne, ça a été fait plus récemment par les États-Unis, où en fait, ils déroulent comme ça, à la lumière de ce qui est des textes scientifiques, qu'est-ce qui est recommandé pour cette pathologie, pour en faire le diagnostic et pour la prendre en charge. Donc j'ai fini en fait ma revue de la littérature par qu'est-ce qui est fait à l'étranger, qu'est-ce qui est recommandé, qu'est-ce qu'il y a comme prise en charge aussi. Et du coup, ça déroule en fait sur ma question de recherche. Ok, donc maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'il en est en France ? Ouais, et c'est fou parce que du coup, en termes de pertinence des données,
le fait que tu étudies les recommandations scientifiques qui sont issues du travail de recherche de littérature, plus toi, ta propre recherche de littérature. Enfin, on est sur comme des certitudes, finalement, de ce qui est recommandé. En tout cas, c'est toutes les données qu'on a à notre jour. disposition à ce jour. Ouais. Ça n'inclut pas ce qui n'a pas été publié, mais en général, ce qui n'est pas publié, c'est ce qui n'a rien montré d'intéressant. Oui. Et ça n'inclut pas ce qui est en cours et bien donc sûr, qui n'est pas encore, pas encore publié. Mais en tout cas, oui, au moment où j'ai écrit ma thèse, donc en 2022-2023, j'ai lu tout ce qui était sorti sur le sujet. C'est incroyable. Moi, je trouve ça complètement dingue. Et 200 articles, c'est pas grand-chose. Hein. Si on compare à d'autres pathologies, c'est rien. Hein. Oui, tout à fait. Ça semble énorme, mais en fait, ça veut aussi dire que il n'y a pas rien dans la littérature, on a déjà pas mal de données, mais il y a encore beaucoup de travail de recherche à faire, en fait, au final aussi. Mais je trouve ça énorme. Moi, j'ai fait un petit mémoire de rien du tout pour mon école d'ostéo. Je crois que j'en ai lu 60 et je trouvais ça déjà énorme, tu vois. Énorme, oui. Mais 200 et quelques, je trouve ça impressionnant, quoi. Mais effectivement, c'est titanesque. Bravo à toi. Et donc, du coup, ta question de recherche, c'était laquelle, finale, alors ? Exactement. Alors, en fait, moi, j'ai pas été hyper bonne élève. J'ai pas fait une vraie question de recherche parce que ma question, c'était, le titre de ma thèse, c'est « Quel parcours patient pour les femmes atteintes de lipœdème en France ?» C'est pas une vraie question de recherche. Normalement, il faut un verbe, il faut... voilà. Un point d'interrogation. Mais en fait, ma question, elle était aussi vaste que ça. C'était quel parcours patient dans les faits, c'est-à-dire l'errance diagnostique, qui elles doivent aller voir, qu'est-ce qu'elles arrivent à mettre en place, combien d'argent ça leur coûte. Et après, c'était aussi quel parcours patient dans leur vécu. Vu que ça a l'air un peu flou en France, comment on vit et comment on navigue à travers tout ça. Et c'est pour ça que j'avais pas réussi à faire une question de recherche hyper précise, c'est parce que pour moi c'était un sujet hyper vaste et qui méritait d'être abordé un peu dans la totalité. Tu avais envie d'être vraiment sur cette globalité de la patiente et comment elle vit tout ça alors qu'elle est française et que comme tu dis, c'est que les stats elles parlent par le nombre, mais je voulais aussi leur donner la parole. Et du coup, voilà. C'est pour ça qu'il fallait que ce soit un peu global. Ouais, ok. Et donc, du coup, on va parler de... Alors, déjà, bravo. Moi, je trouve ça fou, quoi. Parce qu'en plus, voilà, ce que tu dis, c'est couillant, mais on réalise pas forcément. Une étude scientifique en allemand, c'est un concept à traduire. Enfin, heureusement qu'il y a des super outils maintenant, on est d'accord, mais ça rajoute de la difficulté, quoi. C'est incroyable, quoi. Donc, première partie de la thèse, parce que du coup, l'idée, c'est quand même de démontrer des choses dans un travail de thèse et de recherche comme ça, j'imagine. Avec un niveau de preuve élevé, je crois que c'est ça qu'on appelle alors, dans la recherche. Nous, pour nos thèses, on ne nous demande pas non plus de révolutionner la médecine, hein, mais effectivement, on nous demande quand même d'avoir une méthodologie correcte, dans le sens où si on veut publier nos résultats, il ne faut pas qu'on puisse nous démonter notre travail, il faut quand même que ce soit un peu carré. Que ce soit fiable. Donc effectivement, moi en plus j'ai été un peu très précautionneuse et j'ai déclaré bien sûr mon étude à la CNIL, qui est la Commission nationale d'informatique et des libertés. Donc ça, c'est dès qu'on collecte des données de santé, on est obligé de se signaler à la CNIL pour dire comment est-ce que ça va être recueilli, comment c'est stocké, comment c'est détruit, etc. Ça, c'est pour protéger les données de santé. Et j'ai aussi fait une demande auprès d'un comité d'éthique pour valider le fait que ça ne portait pas atteinte aux personnes que j'allais interroger et que ça leur portait pas atteinte en fait. D'accord, ça marche. Et donc ça permet de protéger les données. Et après il y a le volet aussi fiabilité, mais ça c'est des méthodes de calcul, j'imagine. C'est ça, c'est des méthodes. En fait, quand on choisit de faire une étude, on l'a fait selon une méthodologie bien précise et il y a un peu des codes. Comme un peu dans tout, la recherche c'est très carré, la science c'est très carré, donc il y a des codes. Donc c'est effectivement des méthodes de calcul quand c'est pour les stats, etc. Il y a des méthodes de calcul bien précises. Et pour tout ce qui est qualitatif, donc les entretiens quand on interroge quelqu'un, après on va les interpréter. Et donc pour que ce soit le plus objectif possible, moi les données des entretiens, elles ont été interprétées par moi, mais aussi par un autre thésard. D'accord. Et ensuite, ça a été relu par une troisième personne qui fait c'est ce qu'on appelle la triangulation des données. C'est pour éviter les biais. Deux personnes interprètent différemment et une troisième fait un peu la médiation
en disant là vous avez interprété la même chose, C'est là pas super du tout la même intéressant, chose, ouais. donc on va discuter. À votre avis, quand la patiente, enfin la personne interrogée dit ça, est-ce que c'est plutôt pour dire ça, et donc, Ok. donc ça fait partie de la Et quand méthode donc un qualitative. thésard, on est d'accord, c'est un élève en médecine Un comme autre, toi ouais, qui exactement. présente une thèse aussi. Ouais. Ok, ça marche. Du coup, alors on parle un peu plus de l'étude quantitative, si Ouais. t'es ok. Du coup, qu'est-ce qui en est ressorti comme axes principaux? On va peut-être pas revenir sur tous les Non. points, mais j'imagine qu'il y a des choses qui émergent plus que d'autres. En gros... Et si tu peux nous dire aussi, excuse-moi de te oui. couper, le panel, c'est-à-dire Oui. le nombre de personnes que tu as interrogées, qui étaient inclus dans Ouais. l'étude, etc. Alors du coup, moi, la partie quantitative, donc c'est un questionnaire que j'ai lancé en version en ligne, en fait, qu'on a diffusé beaucoup par les réseaux sociaux, et puis j'avais fait des flyers aussi pour les kinés, pour les professionnels de santé, etc. Et je m'étais fixé un recueil de 6 mois. Donc j'ai pris des réponses de 6 mois, date à date, et je m'étais dit, si j'ai 500 réponses, ce sera cool, quoi. Et, oui, c'est déjà énorme. Et en fait, finalement, j'ai eu plus de 2500 réponses. Et après, par contre, pour que ce soit interprétable, il faut que la population, on choisisse qui on inclut et qui on exclut. Donc, avec mon directeur de thèse, donc l'équipe de recherche, moi et mon directeur de thèse, on avait défini que, vu que on s'intéressait au parcours patient des femmes en France, on a exclu les personnes qui habitaient à l'étranger. Donc j'avais eu plein de réponses de femmes belges, suisses, ou d'autres francophones qui avaient déménagé à l'étranger, qu'on a exclus, puisque elles ne sont pas soumises au système de soins français. On s'était fixé 18 ans comme limite d'âge, en se disant que quand on est mineur, on n'a peut-être pas forcément le choix de son parcours de soins, et que donc, pareil, on n'était pas forcément comparable, donc on a pris les femmes de plus de 18 ans. Et on avait posé quelques questions sur les symptômes cliniques pour essayer, mais ce ne sera pas du 100%, mais essayer d'exclure les personnes qui avaient un lymphœdème ou un lymphœdème associé. Donc, quand les patientes avaient répondu qu'elles avaient une asymétrie entre la droite et la gauche, ou qu'elles avaient un œdème des mains, un œdème des pieds, on a exclu aussi ces patientes-là. Donc, à la fin, il me restait plus de 1500 patientes quand même. Ce qui nous fait une cohorte énorme, ce qui, en tout cas, à l'heure où j'ai fait ma thèse, j'ai pas revérifié, il faudra que je refasse une veille scientifique, mais au moment où j'ai fait ma thèse, en tout cas, c'était la plus grande cohorte de toute la littérature, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune étude avec autant de patientes sur le lipœdème, nulle part. Ok, aucun pays. Donc ça, c'était une hyper grande fierté, j'ai fait la plus grande cohorte pour l'instant du monde, ça viendra peut-être à être dépassé, mais donc assez fou. Et donc, pour le coup, c'est un chiffre qui permet de dire qu'effectivement, on est à peu près représentatif, ou qu'au moins, on peut utiliser ces données. Enfin, c'est quand même relativement fiable. Après, il y a plein de biais, c'est par Internet. Donc, bien sûr, le diagnostic, je ne l'ai pas posé avec mes yeux. Mais ça fait partie des discussions. Ça fait partie des biais de ce type d'études. Et il y a plein d'autres études qui ont été publiées, qui sont faites comme ça. Donc, ça se vaut quand même. Le principal chiffre, en fait, qui ressort, et le plus important et le plus... choquant en fait même, c'est l'errance diagnostique, c'est-à-dire que j'ai demandé aux femmes quand est-ce qu'elles estimaient avoir eu le début de leurs symptômes, et à quel âge, pour celles qui avaient eu un diagnostic, à quel âge elles avaient été diagnostiquées. Et ce laps de temps-là, on l'a défini comme l'errance diagnostique. Et cette errance diagnostique, en moyenne en France, dans mon étude, elle est de 19 ans. Pétard. Donc en fait, c'est énorme. Moi, je donne toujours en point de comparaison l'endométriose, parce qu'on en parle beaucoup, et heureusement, ça fait quelques années que ça y est, c'est enfin pris à bras-le-corps. Il y a plein de politiques de santé publique sur l'endométriose, et on a beaucoup parlé de l'errance diagnostique de l'endométriose. L'errance diagnostique, elle est de 8 à 10 ans pour l'endométriose. Donc on est sur le double pour le lipœdème. Donc c'est un chiffre qui montre en fait l'étendue du problème, en tout cas en France. Bien sûr. Alors en France, mais en vrai, quand on regarde les données de la littérature, pas si pire, entre guillemets. En tout cas, les autres études qui avaient été faites en Allemagne ou autres, c'était 15 ans. Ah oui. Donc, c'est marrant, j'aurais pensé que c'était un peu partout moins pareil. Alors peut-être que c'est des études anciennes, et que maintenant qu'ils ont fait des recommandations, tout ça, ça vaudrait le coup en Allemagne qu'ils le refassent pour voir si ça a été raccourci. Mais en tout cas, les chiffres, moi c'était 19 ans, on trouvait 15 ans dans la littérature. Combien de professionnels de santé elles devaient consulter en moyenne avant d'avoir leur diagnostic? Elles étaient pour la plupart entre 3 et 5 professionnels de santé. Et pour un tiers d'entre elles, c'était plus de 5. Et c'était avec le motif
un motif qui était C'était défini dans le questionnaire? combien de professionnels vous avez dû consulter avec vos symptômes pour avoir votre diagnostic. D'accord, ok. Et ça, pareil, dans la littérature, c'était 3 en moyenne. Ok. Donc c'est cata, mais en fait, a priori, c'est cata un peu partout. C'est cata partout, ouais. Donc, je sais pas s'il faut le prendre si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. En tout cas, en France, c'est quand même vraiment pas dingue. Mais ouais, c'est ça le principal chiffre à retenir de mon étude, je pense. D'accord, l'errance médicale, qui est au final, oui, qui se lisse avec les autres pays. Ouais. Ça, et puis l'importance du diagnostic, parce qu'en fait, on se rendait compte, quand on comparait les patientes qui avaient eu leur diagnostic de celles qui ne l'avaient pas encore eu, quand on comparait un peu ce qu'elles avaient mis en place pour leurs symptômes, quel type de compression, etc., on se rendait compte que les femmes qui avaient eu un diagnostic de posé mettaient des choses en place beaucoup plus adaptées en fait, aux recommandations et donc à ce qui était recommandé. Et pareil, les femmes qui étaient opérées en France, souvent, elles n'avaient même pas eu le diagnostic, elles étaient déjà passées par la case opération avant même d'avoir eu leur diagnostic. Donc ça montrait aussi quand même l'importance du diagnostic qui est très difficile à avoir, ça c'est un fait, mais une fois qu'on l'a, ça permet aussi d'avoir une prise en charge un peu plus adaptée à sa pathologie. Et oui, bien sûr. Et du coup, au niveau des données, un peu plus précisément, est-ce que tu saurais me dire les symptômes qui revenaient régulièrement Ouais, alors globalement, c'était tous les symptômes comme ils sont définis, notamment c'est Herbst qui les a repris là plus récemment en ajoutant un peu certains, mais elles avaient toutes une distribution anormale du tissu graisseux. La plupart avaient essayé des régimes alimentaires sans que ça ait d'effet ni sur leur poids ni sur leurs symptômes. Elles avaient beaucoup la sensation de jambes lourdes, certaines avaient souvent des œdèmes, enfin c'était tous les critères en fait diagnostiques d'Allen et Heinz ou de Herbst, les critères diagnostiques qu'on retrouve dans la littérature, elles les avaient... Ça c'est venu conforter finalement ce qui était décrit. Ouais, c'est venu exactement ça, conforter, et puis un peu pareil dans la logique d'évolutivité, on se rendait compte que les femmes les plus âgées avaient souvent plus de symptômes, avaient souvent plus de zones touchées, de zones du corps touchées, donc qui laissait penser que pour certaines en tout cas, c'était peut-être aussi évolutif. Oui, d'accord, l'évolution de la maladie en elle-même. Ok, bah écoute, merci pour toutes ces précisions, c'est hyper intéressant et c'est hyper... moi, je me sens fière de me dire qu'on a des médecins comme toi en France qui ont fait un travail aussi... colossales qui viennent en plus conforter ce qui a déjà été dit par des super spécialistes qui s'intéressent à la question depuis longtemps. Donc moi je trouve ça bien et j'espère que ça va continuer comme ça pour le lipœdème en tout cas. Du coup l'étude qualitative alors quelle est donc les grosses différences, tu nous as un petit peu expliqué. Le quantitatif on est plutôt sur des données sur des stats, et des statistiques, alors que le qualitatif, alors j'imagine que tu les analyses quand même finalement ces donc échanges. en fait du qualitatif on a écrit un guide d'entretien, c'est-à-dire les questions que j'allais poser aux patientes, où le but c'était d'explorer un peu différents volets de leur vie et de leur rapport à la maladie, aussi dans les conceptions qu'elles en avaient, les signes qu'elles interprétaient et dans leur vécu, comment ça s'était passé avec leur entourage familial, comment ça s'était passé dans leur entourage amical, comment ça avait été leur parcours de soins, quelles étaient leurs peurs, leurs craintes, tout ça. Donc ça, c'est toujours des patients diagnostiqués officiellement, on est d'accord Oui, elles avaient toutes été diagnostiquées pour le coup. Donc en fait, à la fin du questionnaire quantitatif, je leur proposais si elles voulaient que je les recontacte. D'accord, ok. Pour faire l'entretien. Elles étaient beaucoup à avoir répondu oui, puis après, en fait, le temps qu'on fasse l'étude, tout ça, qu'on les recontacte, il y en a moins forcément qui répondent avec des disponibilités. Mais j'en ai quand même interrogé 4. On s'est arrêté là, en fait, parce qu'elles avaient toutes la même histoire et elles avaient beau avoir des âges différents, venir d'horizons complètement différents. En fait, on retrouvait un peu toujours les mêmes infos. C'était des entretiens qui étaient très longs, hein. C'était plus d'1 heure en moyenne, 1h15 en moyenne. Oui. Ouais. C'est un vrai échange. Ouais, un vrai échange pour vraiment leur laisser la place de dire ce qu'elles avaient besoin de dire. Ce qui ressort, en fait, c'est que c'est des femmes qui sont très isolées. Pas forcément dans le sens où elles n'ont pas d'entourage, mais elles sont isolées dans leur vécu de la maladie parce qu'elles sont prises entre tout leur entourage familial, social, amical, parfois professionnel, qui considèrent pas forcément qu'elles sont malades, voire la société qui les considère juste grosses, en fait, et grosse c'est pas une maladie, donc voilà, donc elles n'ont pas le droit à cette étiquette de malade et elles n'ont pas le droit, en fait, on n'entend pas un peu leurs plaintes et leurs symptômes.
Et à côté de ça, elles sont aussi coincées avec tout le corps médical et paramédical pour qui elles sont pas malades non plus, parce qu'en fait, on connaît pas leur maladie. Donc, on leur dit que c'est rien, ou qu'il faut qu'elles perdent du poids, ou qu'elles ont qu'à faire plus de sport. Mais en tout cas, pareil, elles ne sont pas reconnues comme étant malades. Et du coup, comme elles sont pas entendues par personne, en fait, autour d'elles, elles finissent par être très seules, par beaucoup moins se confier aussi sur leurs douleurs, sur leurs difficultés à perdre du poids, sur leurs limitations de mobilité aussi, pour certaines. Et du coup, il y a cette espèce d'isolement qui se met en place, où elles finissent par refuser complètement d'en parler avec les autres, parce qu'en fait, on les entend pas, on leur dit que c'est un peu dans leur tête, ou que c'est de leur faute, qu'elles ont qu'à moins manger, faire du sport. Donc, en fait, au bout d'un moment, ça tourne en rond, et donc elles arrêtent d'en parler. Et après, quand arrive le diagnostic, c'est un espèce de truc à double tranchant, où à la fois, ça vient valider leur vécu, ça vient valider, on a mis un diagnostic, donc il y a bien une maladie, donc... il y avait bien un souci, en fait, effectivement. Ouais, légitime, quoi. Voilà, il y a une espèce de légitimité et de truc de « je suis plus coupable », en fait. Ouais. C'est pas ma faute, il y a une maladie. Mais ça vient un peu en double tranchant, parce qu'en fait, on vient annoncer qu'on a une maladie, mais qu'en fait, on n'a pas franchement de solution, et que c'est un peu une maladie chronique, et que la prise en charge, c'est un peu l'ouaille. Il y a plein de trucs à faire, mais il n'y a pas de prise en charge, et puis, en fait, ça guérit pas, hein, ça permet de mieux vivre avec. Donc, il y a cette espèce de soulagement, mais en même temps, accepter la maladie chronique et ce nouveau prisme sur ce qui nous arrive, quoi. Et elles ont conscience dans tes entretiens, là, parce que du coup, c'était en 2022, donc là, le lipœdème, on en entend vachement parler depuis, je dirais, 2-3 ans. Ça a pris beaucoup d'ampleur, mais elles avaient déjà conscience, du coup, alors peut-être de par les échanges avec leurs médecins ou les spécialistes qui les ont diagnostiqués, que c'était justement une maladie chronique et qu'il y avait rien à faire, qu'on pouvait rien faire bien compris. Ouais. Alors, il y en a qui gardaient l'espoir que la recherche avance trouve un truc pour guérir, mais il y avait quand même cette espèce de prise de conscience, consciente ou inconsciente, mais elles avaient quand même ce doute sur jusqu'où ça va aller, quand est-ce que ça va s'arrêter, est-ce que ça va continuer de progresser, et mes enfants. Donc, il y avait quand même ce truc assez conscientisé du fait qu'effectivement, c'était chronique. Et oui, bien sûr, ok. Mais ça allait, je trouvais... en fait, les entretiens se finissaient toujours sur une note globalement assez positive, parce que de ça, elle sortait une espèce d'énergie et une niaque d'avoir envie de faire bouger les choses, à la fois sur le plan sociétal, de faire reconnaître la maladie, qu'on arrête effectivement de dire aux femmes qui ont un lipœdème que c'est de l'obésité et que c'est une question d'hygiène alimentaire. Elles avaient aussi envie d'aider les médecins et les soignants plus généralement à mieux connaître la maladie, à vouloir collaborer avec eux, à ce que les plus jeunes soignants soient enfin formés, à ce que la recherche puisse avancer. Et je trouve que c'est ce qu'on a vu aussi avec l'Hypo-France quand on a lancé notre base de volontaires pour la recherche. On a là plus de 500 volontaires, je crois, qui nous ont donné leurs coordonnées, qui sont OK pour être rappelés pour faire de la recherche. Donc ça montre aussi qu'il y a ce truc où on se laisse pas abattre et en fait on fait partie d'un plus grand combat et on va faire bouger les lignes, quoi. Ouais, tout à fait. Mais je trouve qu'on le voit vachement... moi je le ressens très fort, ça. J'ai peu de bon, après peut-être parce qu'elles sont isolées aussi et leur santé mentale est trop fragile, mais j'ai plutôt des contacts sur les réseaux sociaux avec des nanas qui sont toujours en général motivées, qui veulent aider, qui sont dans une vraie rage. Après voilà, l'idée c'est d'essayer de trouver le juste milieu entre la rage qui fait du mal au corps et qui stresse et qui peut renforcer le mal-être. Mais c'est vrai que des fois ça devient un moteur de quelque chose de plus grand et c'est chouette à voir aussi. Ok. Et du coup, sur ton panel de l'étude qualitative, tu disais qu'elles n'avaient pas forcément le même âge, et tu peux nous dire... parce que tu vois, ça m'intéresse de voir si... elles allaient de 21, je crois, la plus jeune, et la plus âgée, elle avait plus de 60. Ah oui, donc il y a vraiment un gros écart. Et pour le coup, le vécu est sensiblement la même chose. Les histoires étaient sensiblement les mêmes. Ouais. Donc en fait, il y a tout à parier que celle qui a 21 aurait... alors, je parle pas du stade du lipœdème, attention, mais en tout cas, dans ces éléments que tu as recueillis sur la santé mentale, sur la façon dont elles vivent les choses, elle aurait pu... en fait, elles se ressemblaient beaucoup, dans le sens où elles avaient connu la pression personnelle ou familiale ou médicale à perdre du poids, à faire des régimes, avec un gros souci, une grosse focalisation là-dessus, le fait de ne pas être entendue, le fait d'avoir toujours été persuadée qu'il y avait un problème, en fait, et qu'elles voyaient bien qu'elles faisaient tous les efforts nécessaires et qu'il ne se passait rien, jusqu'à ce qu'on mette effectivement le diagnostic là-dessus. Donc,
peu importe leur âge en fait, et combien de temps ça avait duré, elles avaient... Et le stade aussi et le stade, Ouais. parce que ça je l'ai pas forcément re-questionné, mais elles avaient toutes effectivement un peu la même histoire et le même parcours, quoi. Bah écoute, merci, franchement c'est trop intéressant et je suis fan de maintenant, vous l'aurez compris. Hein. Du coup, moi j'ai une question, pourquoi cette thèse? Parce que du coup les gens en parlent quand même un petit peu dans le monde du lipœdème, hein, que ce soit les patientes ou les médecins. Pourquoi cette thèse, on ne peut pas avoir accès aux données? Pourquoi on ne peut pas la trouver sur PubMed par exemple? Exactement. Ma thèse pour l'instant elle est ce qu'on appelle sous embargo. C'est-à-dire qu'elle est confidentielle. Elle est confidentielle jusqu'à ce qu'on publie les données, en fait. Donc là, on est en train de finaliser l'article pour publier les données de la première partie. C'est moi avec mon directeur de thèse et avec différents auteurs qui vont se mettre sur l'article scientifique. Donc on est en train d'essayer de finaliser pour publier la partie sur la cohorte de 1500 patientes sur la partie quantitative. Donc, et tout ça, c'est très très long en fait, parce que la thèse, elle est écrite, mais après, il faut tout remettre en forme pour les articles. Il faut faire attention aux petites erreurs de méthodologie qu'on avait faites. Il faut faire attention à toutes les remarques que vont pouvoir faire En fait, quand on soumet un article, on le soumet à un panel d'experts qui vont critiquer les moindres trucs. Donc la façon dont est faite ta thèse, au final. dont on a fait notre étude, en disant bah non, là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas. Et donc après, il faut qu'on le réécrive, qu'on le repropose. Enfin, donc c'est une démarche qui prend vraiment beaucoup de temps. Et donc pendant ce temps-là, effectivement, la thèse, elle est confidentielle. Elle sera un jour publiée, les articles seront publiés, mais ça prend, comme beaucoup de choses en recherche, ça prend beaucoup de temps. Et puis du coup, tu es dépendante d'autres Je suis dépendante des autres auteurs, qui ont tous un agenda très compliqué. On est dépendant ensuite du délai que mettent les reviewers, donc les gens qui relisent, pour nous répondre. Donc, qui en plus peuvent te répondre en te demandant peuvent des correctifs. répondre en demandant des correctifs. Et puis une fois qu'on a soumis à un des journaux, on ne peut pas le soumettre ailleurs tant qu'on n'a pas eu le retour. Donc tout ça, ça prend vraiment beaucoup de temps. Okay. Voilà, donc ça va arriver. Et après, le journal a l'exclusivité, entre guillemets, exactement. des résultats de l'étude et de ton article. Okay. C'est ça. Et du coup, ça sera... Donc là, tu parles de l'étude quantitative. Oui. Est-ce que la qualitative, tu penses la publier La qualitative, je pense qu'on va essayer de la publier, mais on refera des entretiens pour qu'il y en ait un nombre un peu plus important. D'accord, ok. Sur la même trame? Sur la même trame, pour que ce soit comparable. Okay. Mais ce sera dans un deuxième temps. Une fois qu'on aura lancé la publication de la partie quantitative, on pourra fournir un peu plus la partie qualitative pour la publier. Ouais. Ok, alors après ça, c'est pour l'accès au grand public, entre guillemets, j'ai envie de dire. Mais ta thèse, tu t'en sers finalement déjà? Oui, en fait, ça fait déjà 2 ans, parce que du coup, j'ai soutenu ma thèse en septembre 2023, et ça fait déjà 2 ans que je la présente en congrès en France et à l'international. J'avais fait beaucoup des congrès... Donc en congrès de médecine? En congrès de médecine, en fait, de médecine générale, beaucoup là sur les 2 premières années. Et puis là, cette année, on fait un peu plus autre chose. Donc je vais présenter auprès des médecins vasculaires, et puis à Rome bientôt. Donc voilà. Donc effectivement, les résultats de mes travaux, je les présente quand même depuis 2 ans à différents endroits, mais pour pouvoir lire ma thèse telle quelle, pour l'instant, elle est confidentielle. Ah, on a hâte que ça sorte. C'est encore mieux que le dernier. Stay tuned. C'est ça, c'est encore mieux que le dernier Star Wars, je trouve. Et du coup, alors, qu'est-ce que cet outil qui est ta thèse, si on peut appeler ça un outil, je sais pas si c'est correct de dire ça, apporte finalement dans le monde du lipœdème, dans le parcours du lipœdème, je ne sais pas comment l'exprimer, mais qu'est-ce que ça va apporter? C'est une pierre de plus dans la recherche scientifique du lipœdème, parce que donc c'est une recherche et des études qui ont été construites pour. Ça va apporter des informations. Ça pourra être utilisé peut-être à l'international, on verra dans quel journal on la publie, mais je pense que ça aura surtout une importance en France. Moi, on a saisi récemment avec Lippo-France la HAS pour demander à ce que la Haute Autorité de Santé publie des recommandations dans notre pays sur la prise en charge, le diagnostic du lipœdème. Moi, j'ai proposé à la Haute Autorité de Santé de leur donner mes données de ma thèse, en tout cas que je pouvais leur fournir si ça pouvait servir à appuyer nos demandes, pour qu'ils voient effectivement l'étendue de ce qu'on a vu avec ma thèse et l'étendue du problème, entre guillemets. Et donc je pense que ça pourra servir de base de discussion pour des discussions effectivement comme ça avec des instances, que ce soit la Haute Autorité de Santé, que ce soit la Sécurité sociale, qu'on a rencontré aussi ensemble la commission santé des femmes de la Sécurité sociale. Je pense que ça donne du crédit à notre combat pour Lippo-France,
parce que ça nous place dans le monde scientifique. En fait, on est certes aussi sur les réseaux sociaux et proche des patientes et on est là pour les patientes, mais on a aussi notre casquette de professionnel de santé, on œuvre pour la recherche, on fait parler de cette recherche et c'est des données chiffrées importantes, on l'a dit, plus de 1500 patientes, qui peuvent aider aussi à appuyer la réalité du terrain en fait, auprès des professionnels. Oui, bien sûr, complètement. C'est hyper important puisque c'est le combat de l'Hypo-France. Ouais. Hein, peut-être ce lien entre... Exactement. On a beau être professionnel de santé, enfin, on est professionnel de santé et on veut du coup, on a une forme d'exigence sur ce qu'on attend de voir naître, on va dire, je pense, dans ce pays... par rapport à la prise en charge du lipœdème. Donc effectivement, c'est hyper important. Et puis à la fois, on a ce côté avec les patientes aussi, où on est assez proche d'elles, et dans nos métiers, et sur les réseaux sociaux, et par l'association. Je pense que ma thèse, elle lance aussi... moi, je suis régulièrement contactée par des étudiants en médecine qui veulent du coup aussi faire une thèse sur le lipœdème. Donc je pense que ça lance aussi peut-être d'autres personnes sur le sujet. Et donc, comment ils savent du coup les étudiants en médecine qui te contactent? Oui, ils me trouvent, comme on trouve mon titre de thèse et mon nom. D'accord, ok. On voit juste qu'on peut pas accéder au PDF. D'accord. Mais ils me trouvent et du coup ils trouvent mon mail universitaire. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui sont motivées pour faire de la recherche, avant et que même... du coup l'Hypo-France pourra peut-être mettre en lien avec certains volontaires de la base de données. Et donc tout ça, ça peut aussi lancer une dynamique pour faire avancer la recherche et avoir encore plus de données en France. Ok. Et donc bientôt, du coup, ton texte, ça fera partie de la revue de littérature scientifique. Exactement, de quelqu'un d'autre. C'est un super cercle, n'est-ce pas? Il n'est pas du tout vicieux, celui-là, on l'adore. Écoute, Manon, je te remercie pour toutes tes réponses. Merci, Mila. Je pense que c'était hyper important qu'on fasse cet épisode parce que, voilà, je pense que dans l'esprit collectif, une thèse, ça veut tout et rien dire. On ne se rend pas compte de l'ampleur que c'est en termes de travail, d'investissement personnel. Des études de médecine, c'est déjà compliqué, mais voilà, faire une thèse aussi conséquente, je pense que tu as eu les félicitations du jury, c'est pas par hasard. Ouais. Faire un travail colossal comme ça pour faire en plus avancer une cause aussi noble qu'est la nôtre, voilà, je trouvais que c'était important qu'on fasse un épisode dédié à ça. Donc écoute, merci pour toutes tes réponses et puis à bientôt. Merci à toi.